linière sur le plateau de Diesse, au pied du Chasseral. C'est là que les Steffen exploitent leur ferme labellisée Bio-Suisse. En 2012, Sonja Steffen a repris la ferme de son père et avec son mari, elle a tout de suite converti l'exploitation au bio. Le bio pour nous, c'est une philosophie, une passion. Travailler différemment avec la nature, être plus à l'écoute. Et puis les méthodes de production, c'est quelque chose qui nous convenait mieux. Les Steffen ont choisi d'élever eux-mêmes leurs futures poules pondeuses. Ils achètent donc des poussins bio âgés d'1 jour qui coûtent entre 5 et 7 francs pièce et qui sont placés dans un poulailler dédié pendant un peu plus de 4 mois. Le poussin bio, il est environ 30% plus cher qu'un poussin conventionnel, mais il ne faut pas oublier justement, en Suisse, le bio, c'est toute l'exploitation et pas juste une branche de production. Donc pour nous, on a les chèvres, la volaille, les grandes cultures. Mais par exemple, si on reprend vraiment la poule, les parentales, donc les mamans de ces poussins, sont aussi en bio, tout comme les couvoirs aussi, sont tous certifiés bio. Et ça explique aussi pourquoi est-ce qu'on a aussi un prix qui est plus cher. Je veux dire, les frais de base sont plus élevés. Non, ça va bien. Ils pourraient acheter directement de jeunes poules pondeuses bio qui leur coûteraient environ 27 francs la poulette, un prix également plus élevé que les 20 francs d'une poulette non bio. Le cahier des charges de Bio-Suisse leur impose bien d'autres contraintes qui ont également un impact sur les coûts. Pour le bourgeon, on a l'autorisation d'avoir maximum 2 unités de 2000 poules pondeuses. Donc c'est vraiment un maximum de 2000 par poulailler. Donc ça fait beaucoup moins qu'en conventionnel. En effet, il y a en moyenne 12 000 poules dans une ferme conventionnelle. Ici, les poules doivent pouvoir se déplacer librement et Bio-Suisse impose plusieurs zones, avec notamment un jardin d'hiver intérieur et 2 zones à l'extérieur. Rien que par exemple, ici, le pâturage, c'est le double de la surface qu'en conventionnel. L'espace dans le poulailler, en général, il est beaucoup plus grand qu'en conventionnel. Plus d'espace par poule, dehors comme dedans, cela signifie des coûts supplémentaires. De même pour la nourriture, qui est bien sûr bio. Quant à la charge de travail, Sonja Steffen l'évalue à 1300 heures par année pour un poulailler de 2000 poules. Si on compare par exemple à un poulailler conventionnel, la charge en travail totale, elle est environ la même. La seule différence, ou la grande différence, c'est par poule. Donc on a une charge de travail beaucoup plus élevée par poule qu'en conventionnel. Ici, on voit qu'elles sont en train de pondre, donc c'est des nids à 2 étages. Les poules des Steffen pondent en moyenne 3800 œufs par jour. Sonja les prépare à la main pour le grossiste à qui elle vend l'essentiel de sa production. Un œuf, il est propre quand il est pondu, mais on fait juste un petit contrôle. Et puis, il y a des œufs qui sont plus grands, il y a des œufs qui sont plus petits. Voilà, la taille de l'œuf, ça dépend justement de l'âge de la poule. Donc, quand les poules, elles sont toutes jeunes, elles auront tendance à pondre des plus petits œufs. Et ensuite, avec l'âge, les œufs deviennent plus gros, mais deviennent aussi un peu plus fragiles. Pour avoir le prix plein, c'est un œuf qui fait 53 grammes minimum, qui n'est pas fêlé, qui n'est pas sale. Et on compte environ avec 15% des œufs qui n'ont pas le prix plein. Selon le tarif officiel de la branche, l'œuf bio est payé 45 centimes au producteur, mais seulement 16 centimes s'il pèse moins de 53 grammes et 10 centimes s'il est déclassé. Dernière étape, marquer sur les œufs la date de ponte et le numéro de l'exploitation afin d'assurer leur traçabilité. Et salut Rolf. Salut Sonja. Ça va? Oui, je vais bien, merci. Magnifique. Alors, on va passer à ce contrôle. Exactement, oui, bien sûr. Ils vont bien, Pour être certifiés avec le label Bourgeon, les Steffen paient une cotisation annuelle à Bio-Suisse
et sont soumis à un contrôle annuel obligatoire par un inspecteur agréé. Exactement, ouais. L'inspecteur contrôle les installations, mais également toute une série de documents administratifs. Alors, je contrôle le journal des pentes, c'est-à-dire que normalement, on n'a pas plus d'œufs que de poules dans le poulailler, donc on peut contrôler le nombre de poules qu'il y a dedans. On contrôle le journal des traitements vétérinaires, s'il y a des traitements vétérinaires. Puis le journal des sorties, pour contrôler, puisque les poules doivent sortir, il faut qu'on puisse contrôler qu'elles soient sorties, donc ils doivent noter toutes les sorties. Ouais, puis c'était pas très facile cette année, hein, avec toutes ces pluies. Mais ça allait encore, hein, ça. Ah, pour toute l'exploitation, on est pas loin de 3 000 francs entre la cotisation, la certification, les contrôles et tout, ouais. C'est 2 fois par semaine qu'un camion vient chercher les œufs des Steffen pour les transporter chez le grossiste. Là-bas, ils seront triés, pesés, contrôlés et emballés avant d'être livrés dans les magasins. Reste une question. La production d'œufs bio est-elle une activité rentable ? Sans nous donner de chiffres exacts, les Steffen nous disent que cela leur permet de se payer un salaire qui leur convient et d'assurer les investissements régulièrement nécessaires à leur exploitation. Bonsoir Sophie Lagrange. Bonsoir. Alors, on vient de voir votre reportage. On comprend bien avec cet exemple de l'œuf que le bio coûte plus cher à chaque étape de la production. Au niveau de la distribution maintenant, est-ce que les intermédiaires prennent plus de marge sur les produits bio ? Alors Linda, on n'est pas encore parvenu en Suisse à l'ère de la transparence sur les marges. Discrétion et secret des affaires priment toujours. Et lors de notre enquête, tous les grossistes que nous avons contactés, ainsi que Migros et Coop, qui sont des gros distributeurs d'œufs en Suisse, ont refusé de nous ouvrir leurs portes et leurs comptes. Pour contourner l'obstacle, vous êtes donc allé fouiller dans les statistiques de la Confédération. On a fait le petit calcul suivant en utilisant les données les plus récentes de l'Office fédéral de l'agriculture. Un œuf bio qui est payé aux producteurs en moyenne 41 centimes et qui est vendu en magasin 83 centimes, ça fait une différence de 42 centimes. Un œuf en plein air qui, lui, est payé aux producteurs 22 centimes et qui est vendu en magasin en moyenne 58 centimes, ça fait 36 centimes de différence. Résultat, tous les intermédiaires, c'est-à-dire les grossistes et les magasins, prennent 6 centimes de plus par œuf bio. Alors, ça peut sembler minime, mais en fait, ça fait quand même 16% de plus que sur un œuf en plein air. Ouais, c'est pas rien sur les volumes, puisque l'année dernière, il s'est quand même vendu 200 millions d'œufs bio suisses dans le pays. Alors, ces intermédiaires, comment est-ce qu'ils justifient cette différence ? Alors, ils nous disent que le traitement des œufs bio leur coûte plus cher parce que les volumes sont moins importants et puis parce qu'il y a tout le contrôle de la traçabilité. Et ils nous ont affirmé qu'au final, leur marge bénéficiaire n'était pas plus grande sur les œufs bio que sur les œufs conventionnels. Une réponse à mettre en perspective avec une déclaration de l'Office fédéral de l'agriculture qui estime que dans le commerce de détail, le fait que les clients sont prêts à payer plus cher est probablement aussi intégré. Sophie, un mot encore. Vous nous avez donné des moyennes ici, mais en réalité, le marché, l'offre pour le consommateur, elle est beaucoup plus complexe. Oui, alors il faut se souvenir que l'œuf, c'est un produit naturel, donc il y a des œufs plus ou moins gros, donc des poids différents. Et puis en magasin, vous avez des emballages de 4, 6, 8, 10, 12. Et tout ça, ça influence le prix à l'unité. En plus, pendant notre tournage, Migros a baissé le prix de ses œufs bio suisses de 10%. Tout ça pour vous dire que la comparaison entre les prix et les marges, c'est pas si simple. Merci, d'autant plus d'avoir fait l'exercice pour nous, Sophie, et très bonne soirée. Merci. Et on continue à décortiquer ce prix du bio avec la question du label. Être certifié, eh bien, ça a aussi un coût pour les producteurs. On regarde combien. BioSuisse regroupe 93% des fermes bio du pays. Et chacune d'elles paie à cette fédération une cotisation annuelle pour avoir le droit d'utiliser la marque Bourgeon. Pour une ferme romande moyenne, on peut arriver facilement à 1 000 francs de cotisation par année. Donc, ce n'est pas rien du tout au niveau des charges de production d'une ferme. Les grossistes et les transformateurs doivent aussi payer une cotisation à BioSuisse pour avoir le droit de traiter et commercialiser des produits bio.
C'est 0,9% en gros du chiffre d'affaires qui est dû en fait pour utiliser la marque. Les paysans ont la cotisation et puis les transformateurs ont une autre manière de soutenir ce mouvement bio par le paiement d'une licence qu'on appelle. Pour vérifier que le cahier des charges est bien respecté, BioSuisse impose des contrôles, certains annoncés, d'autres surprises, tant aux producteurs qu'aux grossistes et aux transformateurs. Ces contrôles sont effectués par quelques sociétés reconnues par BioSuisse et accréditées par la Confédération. Leur but, assurer la crédibilité du label Bourgeon. Elle est bien. S'il y a un cahier des charges, le consommateur s'attend à ce que les poules puissent sortir, l'alimentation soit bio, enfin tout ça. C'est aussi normal que le contrôle se fasse en profondeur là-dessus, pour justement qu'on puisse dire s'il y a un bourgeon dessus, si c'est marqué bio dessus, c'est bel et bien bio, quoi. Et certains le sentent un peu comme un gendarme, d'autres le ressentent plutôt comme une aide, et puis aussi pouvoir dire, oui, j'ai eu un contrôle, et puis vis-à-vis de leur clientèle aussi, dire oui, je fais bien mon travail, quoi. Mais ces contrôles ont un coût pour les producteurs et les intermédiaires. Oui, c'est clair. Mais quand un contrôleur passe 4-5 heures sur une ferme, et puis derrière, il y a encore une deuxième personne qui va faire la certification, qui reprend le dossier, ça fait un certain nombre d'heures. Oui, c'est un coût conséquent. Mais ça varie. Après, ça dépend de la grandeur de la ferme, mais ça varie de 350 à quelques milliers, quoi. Par année. Par année, oui. Pour ce qui est des prix, BioSuisse a un seul objectif, défendre les prix payés aux producteurs. Alors BioSuisse est une fédération de producteurs à la base et dès le moment où notre produit est vendu, quelque part le reste des acteurs du marché font ce qu'ils veulent entre guillemets avec ces produits. Tant qu'ils ont payé un prix qui nous paraît vraiment juste et équitable, c'est libre. Et vous n'avez pas d'influence sur le prix, par exemple, que payera finalement le consommateur? Alors, effectivement, nous n'avons pas d'influence directe sur le prix que le consommateur va payer pour ses produits BioSuisse Bourgeon, effectivement. Ça, c'est vraiment les acheteurs qui en font après, ou qui le transforment, qui le stockent, qui le gèrent et qui le revendent, qui, eux, décideront du prix final qu'ils veulent le soumettre au consommateur, enfin, le proposer au consommateur. Alors, que répond BioSuisse aux consommateurs qui trouvent que le bio est trop cher ? Bon, en guise de boutade, je dirais que ce n'est pas le bio qui est trop cher, c'est le conventionnel qui ne l'est pas assez. C'est plutôt là qu'est le problème. Nos parents ou grands-parents, pour se nourrir, dépensaient près de 40% de leur budget pour la nourriture. Maintenant, on a passé autour de 6%. Donc vraiment, c'est là qu'il y a un problème. En fait, c'est la nourriture qui est devenue, par l'industrialisation, par la rationalisation, par les efforts des agricultrices, agriculteurs, est devenue très bon marché et peut-être trop bon marché par rapport à la nourriture conventionnelle. Donc nous, le prix du bio nous paraît totalement équitable ou juste pour l'instant. Un prix équitable pour les producteurs, reste aux consommateurs à fixer leurs priorités. Pour s'assurer ce revenu équitable, certains font un choix radical, court-circuiter la grande distribution grâce à la vente directe. Attention, avec ce modèle, le bio n'est pas forcément moins cher que dans les grandes surfaces, mais le producteur vit mieux. Exemple avec 2 agriculteurs. C'est à Prezinges, dans le canton de Genève, que les 2 frères Lézère exploitent leur ferme bio labellisée Bourgeon. Elle est belle! Le secteur de Thomas, c'est les grandes cultures et les vaches allaitantes pour la viande. Martial, lui, s'occupe de la production des œufs et de la valorisation des céréales. C'est un poulailler mobile où en bio bourgeon, on peut mettre 250 poules. Et en fait, nous, chaque semaine, on déplace ce poulailler d'une dizaine de mètres. Puis comme ça, chaque fois, les poules elles sont dans l'herbe verte. Et puis derrière, l'herbe peut repousser pour les semaines suivantes quand on le redéplace, quoi. Martial n'élève pas de poussins, mais achète directement des poulettes de 18 semaines au prix de 27 francs pièce. Nous, on essaye d'apprendre à nos clients qu'elles ne font pas tout de suite des gros œufs.
Du coup, on essaie de mettre des petits œufs dans les boîtes, et puis ou bien on fait des boîtes avec que des petits œufs. Et puis comme ça, on essaye d'avoir zéro gaspillage, quoi. Parce que nous, tous nos œufs sont vendus en direct. Nous, au départ de la ferme, on vend 5 francs la boîte de 6. Voilà, c'est soit 53 grammes, soit 318 grammes la boîte. Ce qui nous permet d'avoir des œufs un petit peu plus gros ou un petit peu plus petits dans la boîte, quoi. Au final, c'est le même prix qu'en magasin, mais ce sont les laiseurs qui encaissent toute la marge. Quant au label Bourgeon, il a aussi son importance en vente directe. C'est un label que quand même les gens connaissent et est facile à identifier. Et un cahier des charges, qu'on a des contrôles chaque année. Et je pense que c'est pour être le plus transparent possible avec le consommateur et puis qu'il le retrouve le plus facilement possible dans le rayon, quoi. Autre choix des laiseurs, transformer eux-mêmes une partie des céréales qu'ils cultivent afin de valoriser leur production et élargir leur gamme de produits. Mais au début, on a commencé avec les céréales petit déjeuner, blé soufflé. Puis maintenant qu'on a dérivé avec du maïs soufflé, enfin des flocons, des pâtes et beaucoup d'autres produits, on a le contact directement avec le consommateur, ce qui nous permet de nous améliorer. Enfin, ça valorise notre travail en supprimant, on guillemets, tous les intermédiaires. Et vraiment, du champ au sachet, ça fait même pas 1 kilomètre, quoi. Vous aimez mieux rester indépendant? Alors, pour l'instant, oui, parce qu'on choisit de faire ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de le faire, on va dire. C'est nous qui décidons, on guillemets, et on ne peut jamais dire jamais, mais pour l'instant, on se plaît dans ce mode de travail, quoi. Bonjour. Les frères Lézard livrent aussi leurs produits dans une 60aine d'épiceries en Suisse romande qui veulent ainsi répondre à la demande de leur clientèle. C'est du bio, c'est du local, et puis c'est ce que les gens aujourd'hui demandent. Tout ce qui est bio et en plus local, c'est parfait. Et les clients sont contents parce qu'il y a des horaires un peu plus élargis que chez nous à la ferme. Du coup, les clients sont contents de retrouver aussi nos produits tous les jours, quoi. Pour les frères Lézard, il y a plein de bonnes raisons qui expliquent que le bio est plus cher que le conventionnel. Les coûts de production sont plus élevés parce qu'on a plus de main-d'œuvre. On a plus aussi de passages, par exemple, pour lutter contre les herbes qu'on ne veut pas dans nos cultures, on passe plus souvent. Du coup, tout ça, c'est du temps en plus. Et après, les rendements fluctuent aussi beaucoup plus et souvent sont un peu en dessous de nos collègues conventionnels. À cela s'ajoutent les problèmes de ravageurs, comme avec les cultures de betteraves sucrières. C'est une culture qui est très compliquée. Il y a des problèmes avec les insectes, style l'altise, quoi. Et c'est des cultures où on les met en place et tout d'un coup, elle peut être détruite en 3 jours par cet insecte. Et puis, on a zéro production. Et puis, elle peut être envahie par la mauvaise herbe parce qu'elle est très peu concurrentielle sur la mauvaise herbe. Donc, c'est des cultures où tout d'un coup, on la sème. Et puis, 1 mois plus tard ou 2 mois, 1 mois et demi plus tard, on dit on peut rien en faire. Puis, on la retourne, puis on doit mettre autre chose. Donc, tout ça, ça a des coûts. Et dans le bio, on a beaucoup moins, on n'a pas de, on peut pas lutter avec tout d'un coup un produit pour dire on essaie de sauver ça ou changer de programme, quoi. Selon les frères Lézard, les consommateurs soucieux de leur santé et du bien-être animal acceptent de payer plus cher s'ils sont bien informés de ces difficultés. C'est le cas pour la viande bio, qui ne représente qu'une part de 5% du marché total de la viande en Suisse. Et on leur explique que la céréale qu'on leur donne, les mètres carrés qu'on les mette à disposition, la luminosité des écuries, toutes ces normes auxquelles on est tenu par rapport à notre cahier des charges bio, forcément un coût sur le prix final de la viande, quoi. C'est pour qu'on puisse vivre, c'est pour que les agriculteurs aient un revenu. Un revenu qui, en Suisse, est en moyenne de 10 à 20% plus élevé pour les paysans bio que dans le conventionnel. Le bio plus cher, on l'a dit et redit, mais de combien exactement? Pour le savoir, notre équipe de recherchistes s'est livrée au redoutable exercice du panier des ménages. Une liste de courses à faire dans toute une série de magasins. Et on va commencer par comparer les prix chez les 2 géants de la grande distribution, puisque Coop et Migros tiennent les 3/4 du marché du bio. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Évidemment, c'est vous qui nous livrez ces résultats. C'est moi qui m'y colle, oui. Il s'agit d'un coup de sonde, il faut le préciser. Sur un jour, à la Coop et à la Migros, on a acheté 10 produits qui sont à la fois bio et à la fois suisses.
Plus précisément, 1 litre de lait, 250 g de gruyère doux, 200 g d'emmental, une plaque de beurre de choix, 500 g de yogourt nature, un paquet de côtelettes de porc, une boîte de 6 œufs des 53 grammes, ça a son importance, et encore 1 kg de patates fermes, de carottes, de pommes gala et d'oignons. Votre liste de courses est donc le match Migros contre Coop au niveau du bio. Qui est le plus cher? Alors, c'est la Coop qui ressort à 51,34 contre 48,33 pour la Migros. 3 francs de différence, mais attention, ce jour-là, la Coop visitée n'avait à vendre que des œufs de 60 grammes dans la catégorie qui nous intéressait et des côtelettes de porc maigres, ce qui explique en grande partie la différence de prix. Ouais, donc en réalité, les deux géants oranges sont vraiment dans un mouchoir de poche. Maintenant, pour le consommateur, qu'est-ce qu'il doit débourser en plus s'il veut acheter du bio par rapport au conventionnel? Alors, à la Coop, ce sera 14,30 francs en plus qu'il faudra débourser. C'est 39% de plus. En prenant 2 exemples, le kilo de carottes est 64% plus cher en bio qu'en conventionnel à la Coop. Et puis, les oignons, eh bien, on a une différence de 127% avec un prix ramené au kilo. Ouais, parce que ces 39%, évidemment, ils sont ventilés de manière très différente selon les types de produits. Et puis, à la Migros, maintenant, elle est combien, cette différence? Elle est de 15,45 francs à la Migros, oui. Ouais, ce qui, là, fait 47%. 47%, exact. Alors là aussi, on a des différences énormes. Par exemple, les oignons bio sont 2,5 fois le prix des oignons conventionnels, plus 158%. Et les pommes gala sont 80% plus chères. Bah, décidément, ces oignons. Chez les autres distributeurs, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Alors, on n'a pas trouvé la totalité de ces produits. On s'est donc limité à 6 produits: le lait, le beurre, le yogourt, les patates, les carottes et les oignons. Ouais, parce qu'il faut dire que chez les hard discounters, eh bien, il y a beaucoup de bio étrangers qu'on n'a pas pris dans notre panier. Donc, sur ces 6 produits communs, qui est le moins cher? Aldi est le moins cher, 16,22 francs. Il est suivi de près par Lidl à 16,47 francs. Alors, il faut voir que la différence, ces 2 hard discounters ont les mêmes prix sur 5 des 6 produits. Sur le 6e, il se trouve que Lidl fait des emballages de 200 grammes pour le yogourt nature, alors qu'Aldi fait des 500 grammes, ce qui explique la différence de prix. Donc là aussi, les concurrents directs sont vraiment dans un mouchoir de poche. Oui, et on a encore Manor sur ces mêmes 6 produits qui auraient coûté 21,34 francs ce jour-là. Et puis alors, la grande question qui revient tout le temps, c'est de savoir si les magasins spécialisés sont plus chers ou pas que la grande distribution. Vous en avez retenu 2. Où est-ce qu'ils se situent? Alors, Bio C'est Bon, qui est une chaîne qui appartient au groupe Carrefour, revient à 22,05 sur ces 6 produits. Et puis, un magasin bio, le Mac Bio, qui est sur les Hauts de Lausanne, s'en sort à 30,10 francs. 30 francs, c'est quand même pratiquement 2 fois plus cher que chez Aldi ou Lidl. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces chiffres. À très bientôt. À très bientôt, au revoir. Et le détail de ce classement, de ce panier, vous le trouverez évidemment sur notre site abe.ch. Pour poursuivre la discussion, le plaisir d'accueillir maintenant la vice-présidente du Parti des Verts, Isabelle Pasquier. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Berne, puisque, on le précise, vous êtes également conseillère nationale genevoise. Alors, des produits bio, 40%, 50% plus chers, est-ce que c'est acceptable ? Alors, je pense qu'il faut d'abord essayer de le comprendre. Une partie de cette différence de prix est justifiable, puisqu'on l'a vu, il y a plus de travail, donc c'est normal de rémunérer davantage l'agriculteur. Ensuite, il y a un prix qui est plus équitable, ce qui est aussi quelque chose que nous soutenons, parce qu'il nous semble que c'est important que les agriculteurs soient rémunérés correctement pour leur travail. Mais finalement, il y a 2 facteurs qui sont inexplicables. Le premier, c'est la question de la marge des distributeurs. Les distributeurs prennent une marge supérieure pour les produits bio que pour les produits conventionnels. Ce n'est pas acceptable. Et une question aussi qui reste en suspens, c'est que l'agriculture industrielle provoque des coûts qui ne sont pas impliqués dans les produits, mais qui, au final, sont quand même payés globalement par la société. Vous évoquez la marge des distributeurs. Bon, on a vu avec le reportage que la vente en direct, ce n'est pas forcément le meilleur marché. Oui, effectivement, c'est ce que montre votre reportage et c'est vrai que ça peut surprendre parce que, alors on peut expliquer que sans doute celui qui fait la vente directe a quand même des coûts supplémentaires que celui qui juste transmet ses produits pour un distributeur, mais c'est vrai qu'on pourrait attendre que les prix soient un petit peu différents en vente directe. Alors, les écologistes que vous représentez ici sont pour plus de bio. Qu'est-ce que vous dites aux consommateurs qui doivent compter leurs sous ?
Alors c'est vrai que nous souhaiterions que les produits bio soient accessibles à toutes et à tous, comme un environnement sain devrait aussi être la norme. Mais est-ce qu'on peut recommander, la Fédération romande des consommateurs avait fait un test où elle avait comparé vraiment les questions de mode de panier, de la manière dont on faisait sa liste de consommation. C'est vrai que si on achète ponctuellement du bio, c'est beaucoup plus cher, mais si on réoriente sa consommation en respectant davantage les normes aussi de nutrition, c'est-à-dire en consommant moins de viande, en supprimant toutes les boissons sucrées, en évitant le gaspillage alimentaire, alors avec de tels paniers, mais on peut s'en sortir mieux avec des produits bio qu'un panier courant avec des produits conventionnels. Ouais. Donc, des solutions sont possibles, mais elles demandent un certain investissement aussi de réflexion du consommateur. C'est tout de même une forme de contrainte, effectivement, pour le consommateur. Une alternative, c'est peut-être le bio étranger qui, en moyenne, coûte moins cher. Est-ce que c'est ça la solution quand on a un budget serré ? Alors, c'est sorti une partie de la solution. Après, on doit toujours regarder aussi les produits de proximité parce que les produits de proximité de saison, donc, devraient offrir une alternative aux produits importés. Mais alors, pour être très concret, entre le brocoli non bio vaudois qu'on trouve en ce moment et puis le brocoli bio italien, qu'est-ce que vous recommandez ? Je pense que c'est à chacun de faire le choix. C'est Mais vous, difficile de... qu'est-ce que vous recommandez ? devoir- Qu'est-ce que vous faites comme choix vous-même ? Alors, ça dépend. Je pense que si c'est possible de trouver d'autres produits que le brocoli, parce que c'est peut-être plus la saison du brocoli suisse, j'essaye de me reporter sur un autre produit. Alors, le bio, ça a beaucoup marché pendant le confinement. On va voir ensemble pourquoi avec une chercheuse qui a travaillé sur le boom du bio et du local depuis le début du Covid. Le consommateur, il va penser à plusieurs choses. Il va penser à la qualité du produit, son goût, tout ça. Il va penser à sa santé, mais il va aussi penser à l'aspect pratique. Où est-ce que je vais l'acheter ? Est-ce que je vais pouvoir faire toutes mes courses au même endroit ou pas ? Est-ce que c'est près de chez moi ou c'est loin de chez moi ? Il y a tout un tas d'éléments qui entrent en ligne de compte. Et puis il y a aussi la notion du choix que j'ai. Donc pendant le confinement, les choix ont diminué. Donc à partir de là, les consommateurs ayant moins de choix, ils sont allés plus volontiers, ils ont mis plus de poids, on va dire, sur leur santé, le bio et la proximité. Et après le confinement, les choix ont augmenté de nouveau. Et donc, le poids en fait, de ces catégories, de ces critères-là ont diminué. Isabelle Pasquier, on a trop de choix, c'est ça en fait le problème ? On peut se poser la question, c'est vrai, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est juste que la grande distribution nous propose de tout temps toutes sortes de produits, ou est-ce qu'on pourrait pas elle pourrait pas s'engager aussi, faire un effort pour essayer d'être plus en accord avec ce que la nature propose à un moment donné ? Maintenant, je pense que ce qui était aussi très important au niveau du moment de la pandémie, c'est que, c'est comme l'a dit la chercheuse, c'est l'impact sur la santé qui fait que les gens se posaient davantage de questions et ont privilégié les produits bio parce que c'est clair, il y a aussi un impact à la fois sur l'environnement, mais aussi sur la teneur en résidus et donc l'impact sur la santé. On vous garde encore le temps d'un petit clip sur ce à quoi ressemblerait un monde tout en bio. Les scientifiques ont d'abord confirmé que si on convertissait en bio toutes les surfaces actuellement cultivées, cela ne suffirait pas à nourrir la planète, vu que le bio a un rendement inférieur au conventionnel. Il faudrait donc augmenter de 16 à 33% les surfaces cultivées, ce qui signifierait davantage de déforestation et aurait donc un très mauvais impact sur le climat. Mais selon ces scientifiques, leurs calculs ont montré que nourrir la planète en bio en 2050 pourrait être possible à condition de changer deux choses. D'abord, il faudrait diminuer le gaspillage de la nourriture produite. En effet, 30% de ce qui est actuellement produit entre la fourche et la fourchette n'est pas consommé parce que ça n'est pas récolté, ça ne correspond pas aux standards imposés par la grande distribution et encore parce que c'est jeté par les magasins et les consommateurs. Ensuite, il faudrait réduire la concurrence entre la production de nourriture pour le bétail et celle pour les humains. Un tiers des terres cultivables servent actuellement à produire des céréales pour nourrir le bétail et la volaille, alors qu'une partie pourrait nourrir directement les humains. En clair, cela signifierait élever moins de bétail. Les humains mangeraient alors moins de protéines animales et les remplaceraient par des protéines végétales. Mais tous ces changements relèvent de choix politiques, économiques et de société. Isabelle Pasquier, le tout bio, le zéro pesticide, est-ce que c'est pas simplement une douce illusion ?
Moi, je pense que c'est une douce illusion que de penser qu'on peut continuer dans le modèle actuel de l'agriculture intensive, de l'agriculture qui détruit l'environnement et les sols. On le voit, l'impact notamment de l'agriculture sur la biodiversité est immense et en même temps, produire sans biodiversité n'est pas possible parce que la culture a besoin de l'apport des insectes et de toute la richesse de la biodiversité. Donc, je pense que ce qui est proposé, c'est une piste vers laquelle on doit aller, c'est évident. Merci beaucoup pour vos réponses et on vous souhaite une très belle soirée du côté de notre capitale. Merci, bonne soirée. Le 100% bio, donc, à l'heure actuelle, c'est encore de la science-fiction. Aujourd'hui, 17% des surfaces agricoles suisses sont labellisées, un chiffre en augmentation. Alors, qu'est-ce que ce changement implique pour les paysans qui sautent le pas? Notre équipe a retrouvé un agriculteur qu'elle avait déjà rencontré il y a quelques années, au moment de sa conversion. Quand nous avions rencontré Thierry Candeau en 2013, il nous avait expliqué pour quelles raisons il venait de passer au bio. C'est un marché qui est ouvert, qui est intéressant parce qu'il y a de la demande. Alors que l'autre, on avait l'impression de produire, mais on n'a pas l'impression que vraiment il y avait un besoin derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le même sentiment de répondre à une demande? Oui, absolument. Même encore plus. Il y a beaucoup de demandes sur des cultures spéciales qu'on est en train de mettre en place. Et c'est très intéressant pour nous. Oui. Donc ce qui vous avait motivé à l'époque est encore valable plus tard? Absolument, oui. Alors le bilan, je le dirais très positif. Bien qu'il y ait des années quand même compliquées en bio, je me suis rendu compte qu'on pouvait perdre des cultures et puis qu'il y avait ce risque-là. Voilà. Donc on apprend à gérer ça. On apprend à maîtriser aussi tout ce qui est plantes indésirables et autres, mais vraiment positif. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé justement dans les cultures que vous faites? Alors je suis resté un peu sur des bases céréalières et cultures d'herbes, herbagères. Je m'essaye maintenant parce que je me sens un peu plus à l'aise dans certaines cultures. Donc dans le colza, ça marche pas trop mal. Donc j'ai maintenu. J'ai essayé des lentilles cette année, des pois protéagineux et autres, en sachant que ces cultures sont un risque énorme quand même, jusqu'à la perte totale de la culture. Mais vous arrivez quand même à vivre mieux, même à gagner mieux votre vie? Je m'en sors, j'imagine, un peu mieux que si j'étais en conventionnel aujourd'hui, surtout en culture principale, vu que j'ai plus de bétail. Donc je pense que c'est plutôt un point positif. Ouais. En 2013, il avait en effet quelques vaches. S'il s'en est séparé, c'est par manque de temps et de main-d'œuvre, vu que ces cultures bio lui demandent plus de travail, notamment à cause du désherbage. À cette époque, il avait aussi tenté une culture de lin. J'ai regardé dans mes bouquins, j'ai un peu suivi dans des visites de culture pour comment je pouvais mettre ça en place. Alors j'ai décidé de le semer conventionnellement, comme avec mon semeur à blé. Et puis après, il a fait pendant 1 mois et demi de la pluie, donc impossible de désherber. On était venu en 2013, vous aviez essayé du lin. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors on est arrivé au bout de la culture péniblement, mais je ne me suis pas relancé là-dedans. Je me suis rendu compte que c'était compliqué au niveau du désherbage et du battage aussi. Puis après, il y a toute la filière derrière qui est pas simple. Est-ce que vous avez remarqué une amélioration par le fait que vous êtes en bio maintenant? Alors j'ai l'impression, parce que quand on moissonne, on voit le nombre d'insectes qu'on récupère, donc ça grouille de partout. Donc j'imagine qu'il y a quand même un plus au niveau biodiversité. Ouais. Et pour votre santé? J'ai remarqué un état de santé un peu meilleur au niveau des bronches et autres, que j'avais souvent des problèmes à l'époque. Alors sûrement que c'était issu de certains produits qu'on utilisait. On voit une différence quand même sur l'état de santé en général, quoi. Ouais. Et comment ça s'est passé autour de vous? Est-ce qu'il y a d'autres agriculteurs qui se sont mis au bio? Oui, alors il y a pas mal, on était 4 ou 5 dans la région, et puis maintenant il y a beaucoup d'autres agriculteurs qui sont intéressés, quand ils ont vu que ça marchait, qu'il y avait un résultat quand même positif au niveau des cultures. Ça a intéressé et même les vignerons. Voilà,
vous êtes informés, à vous de choisir. Et avant de refermer ce chapitre sur le bio, l'agriculture et les prix, notre chroniqueuse Leïla Rely vous propose un pas de côté sur la vente en vrac. C'est quoi encore le problème avec les boutiques de vente en vrac? Les boutiques en vrac, c'est pour les bobos, c'est trop cher. Les clichés sur les épiceries sans emballage ont la dent dure. Et pourtant, la papesse du zéro déchet, Bea Johnson, affirme avoir réduit ses dépenses globales de 40% depuis qu'elle a décidé de faire la guerre au plastique à usage unique. Alors ça, j'aimerais bien qu'on m'explique. Le principe, c'est de faire des économies simples en bannissant tout ce qui est jetable. Coton-tige, protection hygiénique, film alimentaire, papier ménage, on trouve aujourd'hui des alternatives réutilisables pour presque tout. Ça coûte un peu plus cher à l'achat, mais comme ça se réutilise des milliers de fois, c'est rentabilisé en à peine quelques mois. Tiens, par exemple, si tu es adepte des fameuses capsules qui plaisent tant à George Clooney et que tu n'es pas convaincu par la cafetière italienne, sache qu'il existe des capsules en inox compatibles avec ta machine. Ça coûte un peu moins de 15 francs l'unité et se remplit avec le café moulu de ton choix. Acheté en vrac, ça va de soi. Ton café passe alors de 100 francs le kilo à environ 30 francs le kilo pour un café équitable et bio qui plus est. T'as d'autres astuces ? Oula, il y a des bouquins entiers consacrés à ce mode de vie, mais je peux te donner un exemple super facile. Tu peux remplacer tes produits ménagers industriels par un peu de vinaigre dilué dans de l'eau. C'est rapide, ça coûte presque rien et c'est tout aussi efficace pour nettoyer cuisine et salle de bain. Et si tu n'aimes pas l'odeur du vinaigre, tu peux préalablement y faire infuser de la peau d'agrumes. Rien ne se perd, tout se transforme. D'ailleurs, l'idée c'est aussi de privilégier le deuxième main et d'offrir une nouvelle vie aux choses. Là aussi, on fait des économies. Oh, fini les comptes d'apothicaire. Pour l'alimentaire, tes petites épiceries à la mode, là, elles restent quand même plus chères. Si tu ne regardes que les étiquettes des prix, c'est sûr que les petites épiceries paraissent plus chères. Eh bien, détrompe-toi. Le gros avantage de ces petits magasins ou du marché le samedi matin, c'est que tu n'achètes que ce dont tu as besoin, sans céder aux sirènes du marketing et de la publicité à chaque rayon. Mine de rien, ça réduit le gaspillage alimentaire et les dépenses qui y sont associées. L'argent ainsi économisé permet d'investir dans des produits un peu plus onéreux et de privilégier le local et l'artisanal en faisant vivre directement des gens de ta région. Et ça n'a pas de prix. Et à propos de capsules de café, on termine cette émission avec une offre promotionnelle de Nespresso. Un courrier qui touche un point très sensible. Voyez le témoignage recueilli par Malik Melli. Un matin de septembre. Comme tous les jours, Sylvie Chabet-Meil, une habitante de Soral dans la campagne genevoise, vient relever sa boîte aux lettres. Ce jour-là, au milieu des factures, des prospectus et des journaux, une drôle de missive l'attendait. Une enveloppe publicitaire signée Nespresso. À première vue, rien d'extraordinaire. Des milliers de romans ont reçu cette pub qui promet des rabais immanquables pour l'achat de machines à café. Nespresso, what else? What else? Quoi d'autre? Un petit détail qui attire l'attention de Sylvie. C'est là, en haut à droite. Clément Chabet. C'est qui Clément Chabet, c'est mon fils. Ouais, jusque-là... Oui, sauf qu'il est décédé il y a 28 ans d'un cancer. Donc c'est vrai que je vous avoue que c'est pas monté tout de suite au cerveau. J'ai regardé 10 fois. Et puis, non, c'est bien lui. Clément est décédé en 1993. À l'époque, George Clooney était loin de faire la pub pour les petites capsules. En 1993, il jouait dans Enquête privée, une petite série américaine, aujourd'hui oubliée. 28 ans plus tard, la pub Nespresso est donc un choc pour la maman de Clément. Envie de nouveautés pour cet automne. Ça m'a presque fait sourire, dans un premier temps, mais parce que j'ai digéré. C'est sûr, Sylvie n'a pas vraiment apprécié les agréables moments café. L'aspect plus intellectuel, dans un deuxième temps, où je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que comment ce nom... c'est possible Comment on peut avoir les données de quelqu'un qui est décédé depuis 28 ans. Mon fils, il est décédé à 3 ans, il n'a jamais été à l'école, il n'a jamais été en crèche. J'ai un livret de famille avec son attestation de décès, il est décédé au niveau de l'Office fédéral de la population. C'est fou, quoi. Dans la foulée, Sylvie écrit une lettre bien sentie à Nespresso.
Vu le contexte, cette missive pourrait être perçue comme pour le moins indécente. Et elle ajoute avec une pointe d'humour: Merci de faire remonter l'information à votre fournisseur d'adresse afin que ce genre d'erreur ne se reproduise plus, à moins que ce dernier ne dispose d'un listing avec l'au-delà. Ça ne me rassure pas sur la protection des données, sur le tout numérique. En plus, la fiabilité, parce que ça fait 28 ans. Donc ça aussi, c'est des données erronées. Voilà. Qui sont restés erronés pendant 28 ans. Voilà. Une semaine plus tard, réponse de Nespresso. Nous sommes sincèrement navrés que vous ayez reçu ce courrier adressé à votre fils. Sachez qu'il n'a jamais été dans notre intention de vous blesser et qu'il s'agit d'une terrible erreur. Avant d'ajouter, en guise d'explication, nous nous sommes procuré une liste d'adresses auprès d'AZ Direct. Bonsoir Malik Melli. Bonsoir Linda. AZ Direct, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est tout simplement une entreprise de publicité et de marketing basée à Zug et qu'on a contactée. Alors, ils nous expliquent qu'en fait, ils ont des bases de données avec des milliers et des milliers de noms, puis ils combinent ces noms et ils louent ensuite des listes d'adresses à leurs clients, dans le cas présent, Nespresso, Nestlé. Et concrètement, ces listes, comment est-ce qu'elles sont élaborées ? Elles sont élaborées en piochant dans des sources, surtout d'abord des registres publics, mais aussi des fois des partenaires privés qui leur communiquent des listings avec nom, prénom, adresse. Comment est-ce que le nom de Clément Chabet a pu arriver sur leur listing ? Alors là, chez AZ Direct, on n'en sait rien. C'était il y a quand même plus de 20 ans. Ce qui est sûr, par contre, c'est que le nom de Clément Chabet n'a jamais été utilisé. La maman nous confirme qu'elle n'avait jamais reçu de courrier avant celui-ci. Et puis évidemment, AZ Direct a immédiatement supprimé le nom dès qu'ils ont appris que c'était une personne qui était décédée. Mais ça veut dire que ce nom est quand même resté pendant 28 ans dans leur fichier. Le fond du problème, c'est qu'en fait, en Suisse, il n'existe pas de registre central des décès, un registre dans lequel les gens pourraient simplement aller voir si une telle personne est décédée ou pas. En fait, ce qu'il faudrait faire, mais c'est quasiment impossible, c'est d'aller dans tous les états civils de tous les cantons pour vérifier chaque fois si la personne est vivante ou décédée. Évidemment, quand il y a des dizaines de milliers de noms, c'est juste impossible. Donc, pour tenir les listes à jour, AZ utilise des sources publiques, comme par exemple la Poste, ou alors elle essaye d'identifier des gens quand elle reçoit des courriers en retour. Mais forcément, c'est incomplet. Donc, forcément, il y a des noms de gens décédés qui restent dans ces listes. Merci beaucoup Malik pour vos explications sur ce sujet un peu inhabituel. Très bonne soirée. Merci.